Au niveau de la coopération internationale, je vais prendre 3 exemples dans 3 zones géographiques différentes. Comme son nom l'indique, qui se déroule dans 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, et qui touche à toutes les formes possibles d'accès à l'éducation, pour des jeunes ou des moins jeunes. Accès à l'éducation pour la petite enfance, c'est un secteur très négligé dans beaucoup de pays, et c'est fondamental de pouvoir scolariser des enfants dès le plus jeune âge, 2 ou 3 ans. Des actions dans le cadre de l'éducation formelle, c'est-à-dire là on est en appui au service public d'éducation, comment participer, contribuer à la formation des maîtres dans le domaine des pédagogies actives, dans le domaine du développement des activités scientifiques et techniques, dans le domaine du développement des activités sportives par exemple, ou culturelles, et de l'éducation informelle. Là, ça touche des jeunes, par exemple, des rues qui n'ont pas accès à l'école, et nous déployons avec nos partenaires des activités qui permettent de toucher ces jeunes enfants dans des maisons de quartier, dans des maisons d'écoute, où ils peuvent là avoir un premier contact en quelque sorte éducatif et socialisant avec des adultes qui les prennent en charge. Un deuxième type de programme dans une autre zone, à l'est de l'Europe, nous avons un programme dans l'axe central et la question de la maltraitance des enfants et de la promotion des pratiques de bientraitance. C'est parti des pays à l'est de l'Europe après la chute du mur de Berlin, où, comme vous le savez, il a été découvert dans quelques-uns de ces pays des orphelinats, des centres d'accueil qui étaient des véritables lieux d'incarcération plutôt que des lieux éducatifs, voire médicaux dans certains cas. Et nous avons développé avec nos partenaires de Roumanie, de Bulgarie et de République moldave des activités de promotion de la bientraitance et d'échange de praticiens dans le domaine de l'accueil de ces enfants en difficulté qui vivent dans la rue, parfois dans les égouts, et qui ont besoin bien évidemment d'un accompagnement qui est prodigué par des travailleurs sociaux avec qui nous avons donc des relations d'échange de pratiques et de formation. Ce programme a développé un réseau sous-régional maintenant opérationnel, en place, et a permis là aussi de voir comment les uns et les autres travaillent dans ce domaine-là. Et nous avons réussi d'ailleurs, dans le cadre des programmes, à faire qu'il y ait aussi un échange Est-Sud, en quelque sorte, lors d'une manifestation organisée à l'occasion du Salon de l'éducation il y a 2 ans. Nos partenaires roumains, moldaves, bulgares ont pu rencontrer, échanger avec nos membres français, nos partenaires sénégalais, burkinabés, maliens, nigériens, béninois et même sri-lankais à l'époque. Et le troisième programme, ça se passe donc dans l'Asie du Sud-Est. Alors je vais citer principalement le programme au Sri Lanka et en Inde, suite au tsunami. Je ne reviens pas sur l'immense catastrophe qu'a représenté le tsunami. Nous avons donc développé des activités immédiatement après la catastrophe, dans ce que l'on appelle la post-urgence. Et là, pour prendre que l'exemple du Sri Lanka, nous avons un programme d'accompagnement éducatif, principalement autour de la petite enfance, mais aussi de la formation des enseignants. Et nous publions un journal pour enfants dont nous sommes très fiers, et je crois que nos partenaires le sont également, qui est destiné donc aux jeunes des écoles, à l'époque des zones touchées par le tsunami, mais maintenant la diffusion s'est élargie à des zones non touchées par le tsunami, et qui est un journal, et le seul journal pour enfants diffusé au Sri Lanka, qui est rédigé par les partenaires sri-lankais, bien évidemment, mais qui est, et c'est sa particularité, rédigé en anglais, c'est la langue véhiculaire au Sri Lanka, en singalais et en tamoul, ainsi qu'en braille. Ça veut dire que là, nous avons à la fois un outil qui permet la valorisation, en quelque sorte, des langues véhiculaires, des langues vernaculaires, et c'était pas si facile que ça de faire accepter aux autorités singalaises il y a 5 ou 6 ans et au Tigre tamoul à l'époque que ce journal soit écrit dans les 2 langues et diffusé dans les 2 zones à l'époque avant les événements qui se sont déroulés il y a maintenant un peu plus d'1 an et qui font que la
la lutte armée des tigres tamouls a été vaincue par les autorités sénégalaises. Et en braille, parce que comme nous essayons systématiquement de développer des activités en direction des personnes en situation de handicap, la première étape, c'est du braille pour permettre la lecture à ces jeunes qui sont malvoyants ou carrément non-voyants. La solidarité est en quelque sorte une et indivisible. Il serait aberrant d'avoir des actions de solidarité à l'étranger sans en avoir en France et réciproquement. Nous sommes bien sur les deux faces d'une même pièce, d'une même action. Notre action de solidarité en France se décline principalement autour de deux programmes. Un premier programme qui s'appelle Vacances, Insertion, Famille. Ça peut paraître étonnant d'ailleurs d'allier vacances et insertion avec les familles, mais c'est un programme qui marche, qui consiste à aider des familles en grande difficulté. Donc là on est bien aussi dans le cadre de la lutte contre les inégalités, voire les discriminations, à caractère économique là essentiellement. Donc permettre à des familles d'avoir un moment de vacances avec leurs enfants à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de leur lieu d'habitation, dans des établissements qui sont organisés pour les accueillir sans ségrégation sociale. Nous y tenons beaucoup bien évidemment. On est aussi là dans le brassage social. Comment des centres qui accueillent, des centres collectifs donc par définition, qui accueillent des familles, essentiellement des classes moyennes, s'organisent pour accueillir des familles en difficulté et faire qu'il y ait des activités qui permettent ce brassage social pour recréer du lien social. C'est quelque part aussi une façon d'aborder ça sous l'angle un peu du droit au répit. Le droit au répit étant aussi comment, pour quelques jours, voire quelques semaines, petites semaines parfois, il est possible de faire autre chose, de penser à autre chose, que d'être dans sa démarche quotidienne, dans certains cas pratiquement de survie. Et ça n'est pas exagéré que de dire ça. Nous savons qu'en France, il y a des milliers, des centaines de milliers de mal logés, des gens qui ne mangent que parce qu'il y a des actions associatives qui leur permettent d'avoir accès à de la nourriture, etc. etc. Et ce programme est soutenu par l'Agence nationale du chèque vacances, qui nous attribue, comme à un certain nombre d'organisations, des chèques non utilisés de l'année précédente et qui peuvent être utilisés donc l'année +1 pour soutenir ces familles, au-delà de ce que nous mettons en fonds propres, puisque c'est une opération pour laquelle nous sollicitons la générosité publique et qui permet donc d'avoir aussi des fonds propres pour permettre à ces familles de partir. Le deuxième programme principal dans le domaine de la Solidarité France, c'est l'appui aux actions d'insertion des jeunes, principalement des jeunes, là, de nos organisations membres. Il y a en France, malheureusement, également quelques milliers de jeunes qui sortent du système éducatif, et ça n'est pas faire injure au système éducatif que de dire ça, c'est le reflet d'une situation où les conditions d'accueil dans les écoles publiques se dégradent ces derniers temps, permettent donc à des jeunes de retrouver un peu le chemin de l'insertion avec une volonté de formation professionnelle et de retour aussi en quelque sorte dans la famille là plutôt sociale qui permet souvent à ces jeunes d'avoir un accompagnement qui évite qu'ils décrochent lourdement. Alors, ce programme d'insertion passe par des activités de formation classiques pour essayer de faire qu'il y ait cette dimension professionnelle, mais en même temps de lien social. Ça veut dire que ça passe par l'organisation de chantiers de jeunes, aussi bien en France qu'à l'étranger. Parfois à l'international, dans le cadre là, des actions de coopération-développement, c'est le croisement et en quelque sorte le bouclage de la boucle des chantiers de jeunes dans un pays du Sud, où là, des jeunes de France et des jeunes du pays d'accueil construisent ensemble, par exemple, une école, un dispensaire, une maternité, etc., ce qui permet de développer aussi des activités à caractère interculturel. Développer une démarche à caractère européen nous paraît importante. L'Europe doit pouvoir peser plus et mieux à l'international et doit pouvoir être mieux appropriée par les citoyens européens que nous sommes. Voilà
petit peu un panel des activités qui illustre ce que nous essayons de faire, toujours avec ce principe qu'il y a des comités de pilotage mixtes par programme, mixtes dans le double sens, mixité homme-femme bien évidemment, mais mixité des partenaires. C'est-à-dire que les comités de pilotage sont franco-sénégalais, béninois, maliens, sri-lankais, marocains, etc., etc. Et quand cela est possible, quand les finances nous le permettent, nous avons des comités qui rassemblent tous les partenaires autour de la table et qui orientent le programme, qui prennent les décisions et qui les mettent en œuvre.